Très bien. Bon, bah, merci à tous et bienvenue. On est ravis avec Clémence aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous et vous partager nos recommandations sur finalement un sujet qui touche toutes les marques. Ce sont les crises, les désinformations et les bad buzz sur les réseaux sociaux et surtout comment réussir à garder le contrôle de son image de marque et de son e-réputation, notamment en 2026. Alors, je me présente. Moi, je suis Barbara Denoy et je suis responsable marketing France pour Facelift. Et moi, donc, c'est Clémence Hutinet, je suis CMO chez VisiBrain. Et VisiBrain, j'y reviendrai un petit peu après, mais c'est un outil de veille des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va faire un petit panorama, donc une rétrospective des derniers cas de crise en date et surtout ce qu'il faut en retenir. Ensuite, on va voir comment détecter les signaux faibles justement avant qu'ils deviennent des crises. Parce qu'en fait, avant une crise, il y a souvent des signaux annonciateurs et c'est possible voilà, de les détecter pour éviter que la situation dégénère. Ensuite, on verra pendant la crise, si jamais ça arrive, comment stabiliser son image de marque et sa réputation. Et puis, on verra comment faire en fait pour transformer chaque action en levier de confiance. Donc, avant toute chose, quelques mots sur VisiBrain pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. VisiBrain, c'est une plateforme de veille des réseaux sociaux, autrement dit de social listening, et de veille des médias en ligne qui permet aux marques, aux agences ou aux institutions publiques de protéger leur réputation en ligne, donc de faire ce qu'on appelle de la veille réputation, mais aussi de détecter des tendances et des influenceurs pour orienter leur stratégie de communication. Merci, merci Clémence. Et finalement, en fait, avant de vous parler de gouvernance ou même de stratégie, avec Clémence, on voulait d'abord vous partager quelques chiffres parce qu'on pense que c'est important de comprendre le terrain sur lequel on évolue actuellement. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est pas à vous que je vais le dire, ils évoluent sans cesse. C'est devenu un véritable espace d'échange où en fait finalement un nombre croissant d'utilisateurs choisissent le social media comme canal privilégié pour dialoguer avec les marques. Ça veut dire quoi? Que tout circule, tout se commente, tout s'emballe ou peut s'emballer. Et finalement, cette hyperactivité, elle a aussi un revers. Et selon une étude, 65% des entreprises ayant connu une crise de réputation estiment que les médias sociaux ont rendu la situation plus difficile à gérer. En France, 80% des responsables marketing s'inquiètent qu'une crise majeure frappe leur organisation. Pourtant, seulement 45% d'entre eux n'ont toujours aucun plan de communication sensible mis en place. Et paradoxalement, 82% considèrent que l'anticipation et la planification d'une communication de crise sont un enjeu majeur. C'est donc pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Clémence pour vous permettre en 2026 de vous préparer, de vous organiser, de vous équiper avant que la crise éclate et pouvoir justement orchestrer votre réponse quand la crise sera au rendez-vous. Voilà, je te laisse la main, Clémence. Merci beaucoup. En fait, la première chose qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, finalement, c'est une rétrospective de quelques exemples de bad buzz, parce qu'il n'y a rien de mieux en fait que partir d'exemples concrets pour comprendre un petit peu les mécanismes de propagation des crises. Et donc pour ça, on a choisi un premier exemple qui est celui de Shein. Je pense que voilà, ça n'a échappé à personne en ce moment. Shein, on en parle beaucoup. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a 230 000 posts qui ont été publiés en l'espace d'une semaine sur la marque. Donc 230 000, est-ce que c'est beaucoup ou pas? On pourrait se poser la question. En fait, il faut savoir que c'est 2 fois plus que l'activité habituelle générée autour de la marque. Donc dans ces cas-là, c'est clair que c'est beaucoup puisque c'est le double par rapport à d'habitude. Sur LinkedIn, c'est surtout 5000 internautes qui se sont mobilisés contre la marque, donc la séquence en fait Chine au BHV. C'est ça qui a fait beaucoup réagir les internautes. Donc, parmi ces 5000 personnes, vous pouviez avoir des professionnels du secteur de la mode, mais aussi des personnalités politiques comme Anne Hidalgo, dont vous pouvez voir un exemple de poste à l'écran, Christophe Béchu, mais aussi des militants écologistes, des médias et journalistes, donc vraiment différentes communautés d'internautes mobilisés.
Et puis, en termes de chiffres, donc on était sur 135 000 réactions, 12 000 commentaires, 8 000 partages. Donc, finalement, une séquence qui a généré beaucoup d'engagement, qui a vraiment fait réagir. Et cet exemple de Chine, il est intéressant parce que d'abord, c'est sur LinkedIn en fait que ça a vraiment été commenté, alors que LinkedIn, il y a encore quelques mois, c'était considéré vraiment comme une plateforme safe, un peu lisse, où finalement il y avait peu de bad buzz et de prise de position forte. Et en fait, on se rend compte que LinkedIn est de plus en plus à la fois politisé et abrite de plus en plus des sujets de société. Donc finalement, LinkedIn devient aussi un réseau social un peu chrysogène. C'est pour ça que c'est important de le veiller aujourd'hui. Et donc voilà, donc ce qui est intéressant avec le caching, c'est ça, mais c'est aussi surtout la diversité finalement des internautes qui se mobilisent contre la marque. Ensuite, le deuxième exemple qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, c'est celui de Body Minute. Donc là, on change de plateforme, on va basculer sur TikTok. Pour rappel, donc ça parle peut-être à certains d'entre vous, mais en 2022, une influenceuse qui s'appelle Lauren Levy avait fait une vidéo parodique dans laquelle en fait elle explique un petit peu une expérience qu'elle a vécue dans un des instituts Body Minute et où en fait elle parodie ses échanges avec l'esthéticienne de la marque. Et finalement, la marque a super mal réagi. Et donc, Body Minute s'est lancé dans une guerre médiatique et judiciaire contre Lauren Levy. Et en fait, cet exemple-là montre bien que la réponse de la marque est vraiment ultra importante, puisque au lieu de calmer les choses, Body Minute a mis de l'huile sur le feu. Et aujourd'hui, en 2025, ce bad buzz, on en parle encore. Il a fait 20 millions de vues sur TikTok en janvier, donc en simplement un mois. Et surtout, il a été repris par des médias traditionnels. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté sur la plateforme TikTok. Il a été repris dans des médias, notamment TF1 Info, BFM TV, M6, France Inter. Et les vidéos de ces médias-là, elles ont généré quand même 5 millions de vues. Et quand on regarde la sémantique utilisée, on va retrouver des mots-clés du type harcèlement, acharnement, pour qualifier la réaction de Body Minute face à Lauren Levy, et puis des expressions clairement en soutien à l'influenceuse, donc typiquement soutien à Lauren. Donc tout ça pour dire que la réponse de la marque en cas de crise, c'est hyper important. Ensuite, on avait envie de vous parler du cas Guerlain. Donc là, pareil, on change de plateforme et on va passer du côté de YouTube. Donc il y a un an, Guerlain avait sorti une crème quantique. Et en fait, un influenceur sur YouTube qui s'appelle Jamie Graham et qui est spécialiste en fait qui fait beaucoup d'enquêtes, qui débunk, on va dire, les arnaques, avait justement analysé la composition de la crème et il avait expliqué que cette crème n'avait rien de quantique et que c'était juste un argument marketing. Donc sa vidéo, elle a fait près de 430 000 vues, ce qui est quand même assez énorme. Et surtout, elle a été reprise dans les médias, donc 420 articles de presse en ligne publiés en 24 heures, comme vous pouvez le voir à l'écran avec un screenshot de la plateforme VisiBrain. Et pareil, quand on regardait avec la plateforme dans le top hashtag, on retrouvait des hashtags du type Cantox, Garlin-Pimpin, Pseudoscience, donc vraiment des hashtags à charge contre la marque. Donc voilà, donc dans cette histoire, tout était parti d'une vidéo YouTube avant ensuite d'être repris dans la presse. Quatrième cas assez intéressant, c'est celui de Nestlé. Donc là, on est vraiment sur un enchaînement de scandales puisque ça fait plus d'un an que ça dure. Donc ça avait commencé l'année passée avec le scandale des laits infantiles sucrés. Donc Nestlé avait été accusé d'ajouter du sucre dans le lait infantile sur les marchés africains. Puis ensuite, il y avait eu les bactéries retrouvées dans l'eau Perrier. Et plus récemment, donc cet été, les microplastiques dans les eaux Contrex et Épar. Et ça a énormément fait réagir sur X, anciennement Twitter. Donc, on est à 1 million de posts publiés sur le réseau social, avec une résonance internationale cette fois. Donc, on ne reste pas qu'en France. On est clairement sur une crise qui dépasse l'Hexagone, avec quand même 39% des messages rédigés en anglais. Donc voilà, ça montre bien que une crise, elle peut aussi être commentée à l'international et c'est le genre d'indicateur qu'il faut absolument regarder. C'est-à-dire, est-ce que la crise reste uniquement sur un marché ou est-ce qu'elle se propage de marché en marché? Voilà.
Et puis, dernier cas, c'était celui donc de Jaguar. Et là, c'est intéressant parce que ça fait un petit peu le lien avec le côté marché dans le sens où Jaguar, ça a surtout été commenté aux États-Unis. Pour le coup, pas trop en France. Donc, pour rappel, Jaguar a fait il y a un an environ un rebranding, donc en changeant son logo, changeant un petit peu sa charte graphique vers un univers très rose qui était considéré peut-être un peu trop girly pour certains. Donc ça, c'est très mal passé aux États-Unis. Il y a quand même 800 000 tweets en 7 jours qui commentaient un petit peu le rebranding de la marque. Et donc, ça a fait une polémique. Donc, 88% des messages provenaient des États-Unis. Et en fait, parmi les internautes qui commentaient le rebranding de Jaguar, 41% des utilisateurs étaient des partisans de Donald Trump qui s'exprimaient en fait avec un narratif anti-woke par rapport à Jaguar. Donc là, voilà, ça a fait quand même un tollé. Après, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment une crise dans le sens où peut-être que les partisans de Donald Trump aux États-Unis, ce ne sont pas finalement la première cible de Jaguar. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre à la fois qui s'exprime et où, puisque c'est peut-être pas votre clientèle finalement, c'est peut-être pas votre cœur de cible. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, une crise, elle peut émerger sur n'importe quelle plateforme. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était beaucoup sur X, anciennement Twitter, que les crises avaient lieu et puis qu'elles se propageaient. Maintenant, une crise peut naître sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur les réseaux les plus safe, entre guillemets. Peut-être parfois, à défaut d'y naître, elles peuvent en tout cas y transiter, y être commentées et peut-être parfois toucher d'autres communautés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de regarder ce qui se passe sur un petit peu toutes les plateformes sociales. Oui, tout à fait. Et même au-delà d'ailleurs des réseaux sociaux, les crises peuvent aussi éclore ou alors avoir des répercussions sur d'autres médias au-delà même des réseaux sociaux, même si souvent le cœur est quand même sur le social media. Oui, absolument, tu as raison, Barbara, ça peut aussi naître dans les médias traditionnels. Et d'ailleurs, une des forces de VisiBrain, hein, c'est non seulement donc, de faire de la veille des réseaux sociaux, mais aussi la veille de la presse en ligne avec 200 millions de sites web couverts. Et également, intéressant à souligner, mais une crise, elle peut à la fois provenir de l'interne comme de l'externe. Donc, ça peut être lié à une mauvaise expérience client, un défaut de produit, une communication maladroite, mais ça peut aussi être l'agissement d'un employé. Ça peut être une fake news à votre rencontre, ça peut être des enjeux de société. Donc voilà, ça peut être multifactoriel et toucher n'importe quel secteur d'activité. Donc là, vous avez vu, on est passé de Chine à Jaguar. Enfin, donc vraiment, aujourd'hui, aucune marque n'est à l'abri. Oui, tout à fait. D'où donc l'importance en fait de détecter les signaux faibles. Et un signal faible, qu'est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? On va vous montrer tout de suite. En fait, ça ressemble à ça. Donc, si on peut regarder la timeline, voilà, un signal faible, en fait, c'est au départ quelques internautes qui échangent entre eux. Donc, une dizaine d'internautes parfois. Donc, c'est indétectable, en fait, sans outil de veille. Et puis, comme vous pouvez le voir, ensuite, ça explose très vite. Donc, la situation, après, peut se propager de communauté en communauté et générer des volumes de messages hyper importants. Mais quand on détecte le signal faible au bon moment, on peut encore contenir la crise. Donc là, c'est important d'avoir un bon système d'alerte. Et avec VisiBrain, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre des alertes sur différents critères. Donc, si on peut avoir la slide suivante, ça peut être par exemple un volume d'activité anormal. On l'a vu avec Shein, 230 000 posts. C'était quand même le double par rapport à l'activité habituelle de la marque. Donc, ça peut être lié voilà, au volume de messages, mais aussi à des sujets sensibles. Typiquement, si vous êtes McDonald's et que tout d'un coup, des posts apparaissent sur votre marque liée, par exemple, à l'obésité ou à des questions de malbouffe, par exemple, ça doit vous alerter. Prise de parole d'un influenceur ou d'un détracteur, etc. Et puis voilà, il faut mettre aussi des alertes sur non seulement votre marque, mais aussi vos produits, vos campagnes, vos dirigeants éventuellement. Et ce qui est chouette avec le système d'alerte de VisiBrain, c'est que vous pouvez aussi personnaliser les canaux de réception. Donc ça peut être SMS, Slack, email, en fonction de vos habitudes et de ceux avec quoi vous préférez travailler finalement.
Bien, merci Clémence pour cet éclairage et la détection des signaux faibles. Mais on le sait, même avec le meilleur outil de veille, avec les meilleures alertes, les meilleurs process, eh bien, aucune marque n'est totalement finalement à l'abri d'une crise d'image. Et comme tu le disais hein, un petit peu juste avant, souvent tout démarre par quelque chose de presque anodin. On le disait, un poste qui peut être mal interprété, une information qui va être sortie de son contexte, un influenceur qui s'emporte ou même venant de l'interne. Donc en quelques minutes, tout s'emballe. Et en fait, dans ces moments-là, bah, les équipes social media, finalement, elles deviennent littéralement la première ligne de défense de la marque. Elles doivent donc agir vite, mais surtout agir juste. Parce que finalement, en fait, hein, entre la précipitation et la maîtrise, la frontière, elle est fine. Et c'est justement ce qui va faire toute la différence entre réagir et orchestrer votre réponse. Et c'est justement ça qu'on va essayer d'aborder ensemble et d'explorer ensemble aussi aujourd'hui. C'est finalement comment orchestrer une réponse efficace, comment garder la main sur votre récit et comment reconstruire la confiance après la tempête. Et en bonus, avec Clémence, on vous partagera une petite checklist opérationnelle pour être sûr que vous soyez bien prêt le jour J où ça vous arrive. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat en nous demandant cette petite checklist et on vous l'enverra par la suite en one-to-one. Donc, il y a une étape importante qui est à réaliser en amont de la crise, qui est finalement comment on va structurer un cadre de gouvernance de crise. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est dans une gestion de crise, ce qui fait réellement la différence, ce n'est pas seulement la rapidité de réaction, c'est la gouvernance, c'est-à-dire avoir un cadre clair qui va être préparé en amont, qui va vous permettre de gagner du temps tout en gardant, je le disais, la maîtrise de votre récit. Et le premier pilier, c'est donc de constituer une cellule de crise avant même qu'un incident ne survienne. L'idée, ça va donc d'être de rassembler les directions clés. La direction générale, la direction de communication et digitale, le community management et même, pourquoi pas, hein, si nécessaire, le juridique. Finalement, on réunit toutes les expertises autour de la table pour éviter certaines zones grises. Chacun sait ce qu'il doit faire et surtout ce qu'il ne doit pas faire. Et dans cette phase, il va falloir également définir des rôles spécifiques. Qui rédige quoi? Qui diffuse? Qui valide? Et surtout, qui porte la parole officiellement? C'est un simple travail de cadrage qui va éviter énormément de friction au moment où la crise va se déclarer et au moment où tout va s'accélérer. Et le deuxième pilier, ça va être de mettre en place un cadre de gouvernance clair, c'est-à-dire ça va permettre de fluidifier la prise de décision quand les équipes vont être sous pression. C'est-à-dire comment on structure le process, qui décide à quel moment, selon quelle priorité. On peut préparer des messages prévalidés aussi pour gagner plusieurs minutes. Et on va définir un circuit de validation précis finalement qui va permettre d'éviter les allers-retours interminables. D'ailleurs, dans Facelift, qui est donc un outil d'orchestration de la communication sur les réseaux sociaux, vous avez des chats qui sont intégrés pour pouvoir justement répondre et se synchroniser en interne sur les équipes en interne sur qui répond quoi et à quel moment. Et vous accompagner sur ce type de gouvernance. Et puis enfin, ce qui va être important aussi, ça va être de centraliser toute la communication interne liée à la crise. Ça va éviter les doublons, les contradictions et aussi bah, les initiatives isolées. Et finalement, quand ces deux briques-là en fait sont en place, c'est-à-dire la cellule de crise et le cadre de gouvernance, bah, la réaction que vous allez apporter en tant que marque va être plus rapide, mais surtout plus cohérente et plus maîtrisée. Et c'est ce qui va vous permettre justement de garder le contrôle de votre récit et même finalement dans les toutes premières minutes où tout peut basculer, comme on le voyait au moment du départ du signal faible avec Clémence juste avant. Une fois que la gouvernance est posée en amont, l'enjeu, ça va être de passer d'une simple réaction à une véritable orchestration de la réponse officielle de votre marque. Et ça commence par, en général, l'élaboration d'un guide de modération.
Ce guide, ça va être un peu votre référence commune à tous en interne. On va y définir le ton, les règles de réponse, les formulations qui sont acceptables, mais aussi, on peut imaginer différents scénarios types. L'erreur produit, le bad buzz, la rumeur, le fake news, etc. C'est-à-dire un peu de définir la nature de la crise. Et l'objectif va être double. Ça va être d'abord de garantir une cohérence à la fois sur tous vos canaux et ensuite de donner en fait finalement des repères clairs aux équipes pour éviter l'improvisation. Puisque chacun le sait, au final, comment réagir, on va gagner en efficacité et aussi en sérénité, même dans un contexte qui parfois peut être tendu. Et puis, quatrième point, ça va être d'orchestrer une première réponse officielle. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça ne veut pas dire forcément répondre vite. Ça va être surtout de centraliser la planification, la validation et la diffusion dans un même espace, comme vous le permet justement la plateforme Facelift. Et ça va vous permettre finalement de garder le contrôle même dans l'urgence. On va du coup garantir l'alignement entre tous les canaux, entre toutes les équipes et la cohérence et la maîtrise sur son récit de marque au lieu finalement un peu de subir cette crise. Euh, pour aller plus loin, vous pouvez aussi même parfois essayer de simuler des crises à froid, c'est-à-dire ça va vous permettre de tester la coordination, de vérifier les différents points de friction et aussi d'identifier les différentes étapes qui parfois ralentissent la prise de décision. Ce sont vraiment ce type d'exercices qui vont transformer le fait que votre organisation interne soit réactive en organisation orchestrée en vous outillant justement de plateformes dédiées qui vont vous donner cet avantage-là. Finalement, en résumé, anticiper, préparer et orchestrer, c'est la meilleure façon de rester maître du tempo quand tout s'accélère. Et puis, une fois que la crise est lancée, j'ai envie de dire, le vrai travail commence. Le message officiel, il est donc publié, mais la discussion, elle va continuer dans les commentaires, dans les messages privés, parfois sur plusieurs plateformes en parallèle, etc. Et finalement, dans ces moments-là, chaque réponse compte. L'objectif pour la marque, c'est donc de reprendre la main sur le dialogue sans nourrir la polémique. On l'a bien vu avec l'exemple de Clémence juste avant, avec Body Minute sur TikTok. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu non plus. Donc, dans un contexte de crise, modérer, c'est pas forcément répondre partout et tout le temps. C'est d'abord évaluer avant d'agir. Ça, c'est quand même un des points cruciaux. Évaluer avant d'agir. Et donc, une des premières questions à se poser, c'est quelle est la nature de la réaction? Est-ce un commentaire isolé ou un mouvement collectif? Est-ce plutôt émotionnel, impulsif ou factuel et argumenté? Et ce diagnostic-là, il va être essentiel parce que finalement, une réponse trop rapide ou qui va être mal calibrée ou mal adressée peut amplifier la crise finalement au lieu de la contenir. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre avant de répondre. Et justement, Clémence, tu avais 6 indicateurs à nous partager qui vont permettre d'identifier la nature de la crise et de comprendre comment la crise évolue. Pour bien doser la réponse, en fait, il faut bien comprendre ce qui se passe et évaluer en fait l'ampleur de la crise. Donc pour ça, voilà, on voulait vous partager 6 indicateurs aujourd'hui. D'abord, les volumes de messages. Ça, c'est un premier indicateur à regarder. Est-ce qu'ils sont plus importants que d'habitude? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a une propagation de la crise de plateforme en plateforme? C'est-à-dire, est-ce que ça touche uniquement une plateforme ou alors est-ce que la crise s'étend sur différents réseaux sociaux et peut-être est reprise par les médias? D'ailleurs, ça, c'est aussi un des indicateurs. Y a-t-il une implication des médias et des journalistes? Également, la question de l'internationalisation. Est-ce qu'on est sur un marché spécifique ou est-ce qu'elle touche différents marchés? Parce que forcément, ce qui peut choquer dans un pays et ce qui peut choquer une culture n'en choquera peut-être pas une autre.
Donc c'est pour ça que c'est important aussi de regarder bah voilà, à quel point c'est commenté dans les autres pays. Regardez aussi la sémantique, donc quels sont les mots-clés utilisés, les narratifs qui reviennent pour pouvoir y répondre de façon cohérente. Et puis les communautés touchées. Donc voilà, est-ce que c'est une communauté qui réagit, mais voilà, la crise reste cantonnée à cette communauté-là et ne s'étend pas, ou est-ce qu'il y a différentes communautés impliquées, comme dans le cas de Chine, finalement, où on a vu qu'il y avait des personnalités politiques, mais aussi des militants écologistes, des médias et des professionnels, des entrepreneurs, en fait. Donc là, on voit qu'on touche vraiment différentes communautés, donc on peut vraiment parler de crise. En revanche, quand voilà, la crise, le buzz en tout cas, reste cantonné à une communauté, peut-être qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer et dans ce cas-là, c'est peut-être pas forcément nécessaire de répondre. Oui, tout à fait. Euh, merci, merci Clémence pour ces indicateurs. Et du coup, bah, ça fait le lien hein, avec le deuxième réflexe euh, qu'il faut avoir, on va dire. Ça va être de prioriser les canaux. On ne répond pas partout et on répond là où la conversation se joue réellement, finalement. Là où la marque, elle est attendue. Et là où la réponse de votre marque a une vraie utilité. Multiplier les réponses sur tous les canaux, c'est aussi prendre le risque de surmédiatiser le problème. Et à l'inverse, une réponse, elle, qui va être mal ciblée, mal mesurée ou mal contextualisée, euh, bah, ça va parfois rendre la crise et aggraver cette crise-là. Donc, il faut vraiment euh, faire attention là où on répond et du coup, ça vous permet de garder la maîtrise de votre récit de marque sans donner forcément plus de visibilité à la polémique. Troisième point que je souhaitais aussi aborder aujourd'hui, ça va être d'harmoniser les prises de parole. On le sait, même si chaque plateforme a ses codes, ses formats, ses différents usages, le ton quand même que vous employez doit rester cohérent et les messages que vous allez publier sur les différentes plateformes doivent rester quand même parfaitement alignés. Dans une crise, la cohérence, ça rassure. Ça montre qu'il y a aussi une ligne directrice claire, un cap qui est assumé et une organisation, une entreprise qui va parler d'une seule voix. Et ça va aussi passer, ce que je disais tout à l'heure, par un périmètre clair qui répond avec quel niveau d'autonomie, jusqu'où on peut reformuler sans trahir aussi le message central que souhaite véhiculer la marque. Et donc, centraliser la modération quand les messages finalement arrivent de partout, hein, les commentaires, les messages privés, les messages spontanés, etc. Avoir une vue centrale et unifiée pour vos community managers ou vos social media managers, ça va être central. C'est là aussi que peut intervenir Facelift et la plateforme en vous permettant de gérer et de répondre à ces différents commentaires de façon réactive et organisée. Et puis finalement, une fois que la crise est passée, quand elle retombe, l'objectif, c'est pas seulement de tourner la page, mais plutôt aussi d'essayer d'en tirer un maximum de valeur. L'après-crise, c'est vraiment le moment où l'on apprend, où l'on renforce et où l'on prépare la prochaine situation pour être encore plus solide. Une des premières étapes, ça va d'être analyser, comprendre ce qui s'est passé, mesurer la portée, le volume, le sentiment, et identifier aussi ce qui a pu être amplifié ou au contraire, identifier ce qui a permis d'apaiser la situation. Cette lecture fine va vous permettre d'avoir en fait une vision objective de la crise. Et puis, dans un second temps, mettre en commun les apprentissages, partager entre vous en interne ce qui a fonctionné et ce qui a freiné la prise de décision. Souvent, ce sont ces retours terrain hein, qui apportent le plus de clarté pour établir un meilleur process lors d'une prochaine crise.
Et puis, troisième étape, c'est aussi d'actualiser, hein, c'est-à-dire bah, mettre à jour l'ensemble de vos guides, process, rôles ou scénariotypes que vous aurez pu préparer en amont. Parce que bah, voilà, une crise finalement qui est bien gérée aujourd'hui, c'est une réaction qui va être plus fluide pour demain. Et puis, enfin, consolider la cohérence, relier la veille, la modération, la coordination et l'analyse dans une approche continue. C'est comme ça qu'on va construire une communication qui va être plus résiliente, plus maîtrisée et surtout plus transparente dans le temps. Et à ce moment-là, c'est là aussi où toute la valeur ajoutée d'un outil comme Facelift et de VisiBrain va vous permettre de déployer et de vous, on va dire, de déployer et surtout de vous prémunir d'une crise et d'anticiper au maximum et de bien réagir bah, quand vous devrez y faire face. C'est un vrai cycle de vie hein, qui transforme une crise hein, en véritable levier de progression, Clémence. Voilà. Euh, Ça, c'est la petite checklist opérationnelle dont je vous parlais juste au tout début là, du webinaire pour ceux qui la souhaitent. N'hésitez pas à écrire dans le chat. J'ai vu qu'il y en avait certains qui la voulaient. Ça va vraiment vous permettre, en fait, très concrètement, de vous dire, OK, avant la crise, pendant la crise et après la crise, voilà, quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que j'ai bien tout mis en place, etc. Et d'identifier aussi bah, différentes priorités et actions immédiates à mettre en place. Donc voilà. Et Et ben, on pour, a pas mal de personnes qui souhaitent la recevoir. C'est une bonne bah nouvelle. oui, c'est ce que je suis en train de voir. Eh ben, allez-y, on vous la renverra bien évidemment. Si vous avez, ben, on va passer aux questions aussi avec Clémence. Si vous voulez en savoir plus sur VisiBrain et ou sur Facelift, n'hésitez pas voilà, à nous contacter sur nos sites web ou en direct avec Clémence aussi, ou à scanner le petit QR code qui s'affiche à votre écran. Et puis, très bien, oui, en effet, bah oui, oui, on va vous envoyer la checklist. Alors, j'ai vu qu'on avait des questions dans le chat. On en a aussi une dans l'onglet questions-réponses. Euh, D'accord. Justement, je me permets de la prendre parce qu'elle concerne VisiBrain. Peut-on veiller LinkedIn en earned avec VisiBrain? J'ai un besoin sur ce réseau. Oui, tout à fait. Il est possible de veiller LinkedIn en earned, donc c'est-à-dire toutes les mentions autour de votre marque sur LinkedIn et puis sur plein d'autres réseaux sociaux aussi. Je pense à TikTok, X, YouTube, Instagram, enfin. VisiBrain veille énormément de réseaux sociaux différents. J'ai une autre question peut-être pour Visibren qui peut être, pour toi Clémence, qui peut être intéressant. Avez-vous des exemples de marques qui ont réussi après une crise à se réapproprier le discours et à utiliser les apprentissages de la crise comme une opportunité? Oui, alors récemment, je pense à Airbus. Donc, il y a eu un sujet Airbus avec les rappels, enfin, le rappel des modèles A320. Et finalement, le compte de la marque sur X a tout de suite rassuré les internautes en communiquant beaucoup. Pareil, le PDG qui a pris la parole. Donc, je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, à aller voir sur notre blog. On en a fait un décryptage. J'ai une- Il y a une question encore dans le Q&A. Est-ce que tu la vois, Clémence? Non. Non? Mm. Question. Hmm. Est-ce qu'on peut connecter une veille sur des profils personnels, LinkedIn en particulier? Alors, si je comprends bien la question, donc est-ce qu'on peut veiller des profils, c'est-à-dire des comptes Oui, d'utilisateurs et pas d'entreprises? Oui, oui. tout à fait. C'est possible de faire les deux, veiller à la fois des entreprises, mais aussi des professionnels. Ok. Alors, est-ce que, est-ce que l'IA impacte la nature des crises? Bonne Ça, c'est certain que oui, ça c'est sûr, question. parce que avec l'IA, eh ben, il y a aussi beaucoup de fake news hein, qui émergent sur les réseaux sociaux. Notamment TikTok.
Absolument. D'ailleurs, TikTok, c'est vraiment le réseau sur lequel il y a le plus de fake news. On aurait pu penser que c'est X Oui. ou Facebook. Non, aujourd'hui, c'est TikTok. Ouais, tout à fait. Euh, alors, on a une question sur la qualification du signal faible. Qu'est-ce qui doit déclencher l'attention? Parce que les trolls, le signal faible, c'est l'aiguille dans la botte de foin. Ouais, bah c'est vrai que détecter un signal faible sans outil, c'est impossible. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon système d'alerte. Et qu'est-ce qui doit déclencher l'attention? En fait, c'est un peu les indicateurs qu'on vous a présentés précédemment. Ça va être le volume de messages. Donc, si par exemple, vous êtes habitué à avoir, on va dire, 1000 posts quotidiens sur votre marque et qu'un jour, vous en avez 2000, c'est que quelque chose se passe en fait, potentiellement un bad buzz. Donc, c'est important bah, voilà, d'établir des standards, connaître un petit peu le volume de messages publiés autour de votre marque en général. Comme ça, lorsqu'il augmente, c'est un signal d'alerte. Après, ça peut être aussi un influenceur ou un détracteur que vous avez déjà identifié qui prendrait la parole sur votre marque. Ça peut être un post aussi lié à votre marque qui tout d'un coup devient viral. Ça peut être votre marque associée à des sujets sensibles ou une sémantique négative. En fait, voilà, il y a plusieurs indicateurs. Donc, c'est ceux qu'on vous a présentés. Donc, tous ces indicateurs-là, en fait, témoignent de quelque chose. Euh, alors, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment. Est-ce que toi, tu envoies de ton côté, Clémence? Est-ce que j'en aurais... Et non, j'ai l'impression que tu as tout vu passer, parce que j'en vois une également dans la Q&A, et elle rejoint celle dont on vient de parler. Donc, quels seraient, selon vous, les critères pour caractériser des signaux faibles? Donc, c'est vraiment ça, volume, les communautés qui prennent la parole. Ça peut être aussi la sémantique. Est-ce que voilà, il y a des mots-clés négatifs ou des sujets sensibles qui tout d'un coup sont associés à votre marque? Un post qui devient soudainement viral. Enfin, voilà. Hmm. Très bien. Bah, écoute, je crois qu'on arrive au bout. Merci Marie pour ton commentaire. On a été ravis, bah, je pense, avec Clémence, de partager ce début d'après-midi avec vous. On espère que cette présentation vous aura été utile et vous aura permis voilà, de repartir avec des bonnes pratiques à activer dès maintenant pour bien préparer l'année qui arrive. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires. Et puis de notre côté, on vous enverra également le lien du replay. Comme ça, vous aurez aussi accès à ces éléments et à la checklist pour ceux qui l'ont demandé. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.